Bienvenue dans cette deuxième capsule du cours dans laquelle on va voir comment identifier des espèces chimiques par des grandeurs physiques. On peut les identifier par leur température de changement d'état, par leur masse volumique ou par leur densité. Alors d'abord des petits rappels sur les changements d'état de la matière que vous avez vu au collège. La matière se trouve sous trois états possibles. L'état solide, qui est un état ordonné comme on voit ici, dans lequel les particules qui la composent sont liées par des liaisons qui sont rigides, donc l'état solide a une forme propre. L'état liquide, qui est un état dans lequel les molécules sont toujours, enfin les espèces sont toujours liées, mais ces liaisons sont souples. L'état liquide n'a pas de forme propre. Un verre d'eau, de l'eau par exemple, à la forme du verre dans lequel elle est ou de la carafe dans laquelle elle se trouve, et puis l'état gazeux qui est un état désordonné dans lequel les particules sont libres les unes par rapport aux autres. Alors on peut passer d'un état à l'autre en changeant par exemple la température. Vous avez ici le rappel des noms des changements d'état. On peut passer de l'état solide en augmentant la température d'une espèce à l'état liquide, on parle à ce moment-là de fusion, et puis de l'état liquide à l'état gazeux, c'est la vaporisation, en sens inverse, ça serait la liquéfaction, et puis plus rarement de l'état gazeux à l'état solide, c'est possible aussi, c'est la condensation dans ce sens-là, ou la sublimation. Ces trois passages s'appellent les changements d'état, et les températures auxquelles se font ces changements d'état caractérisent les corps purs. Vous avez ici un certain nombre d'exemples des températures de changement d'état de corps purs, l'azote, l'éthanol, l'eau, le plomb, l'or, ce sont des corps purs. On regardera et on retiendra en particulier le cas de l'eau qui change d'état pour le changement d'état pour la fusion. L'eau change d'état à 0 degré Celsius. Alors la fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. En clair, la glace fond à 0 degré Celsius. Et puis le deuxième changement d'état qui permet de caractériser de l'eau, c'est l'ébullition, c'est-à-dire le passage de l'état liquide à l'état gazeux, donc la vaporisation, qui se fait à 100 degrés Celsius. Alors ça permet de caractériser les corps purs, comme on va le voir dans cette deuxième diapo, avec, je vais prendre un exemple, celui de l'eau pure et de l'eau salée. Alors, on a ici un dispositif que vous allez voir en TP, qui est un bécher, c'est ce contenant-là, qui contient ce qu'on appelle un mélange réfrigérant, c'est-à-dire un mélange de glace et de sel, dans lequel on met un tube à essai, qui est ici, qui contient, lui, de l'eau distillée, c'est-à-dire de l'eau absolument pure. Et puis un thermomètre pour contrôler la température de l'eau qui est ici, cette eau va donc se refroidir, et un chronomètre qui permet de mesurer la durée du changement qu'on étudie. Quand on étudie dans le temps ce qui va se passer dans le tube à essai, on voit ici la courbe rouge qui décrit le changement d'état de l'eau. Et on voit que à mesure que le temps ici s'écoule en minutes, la température dans le tube à essai descend, c'est-à-dire que l'eau se refroidit jusqu'à 0 degré Celsius, et puis que ensuite, à 0 degré Celsius, on a un palier qui correspond au changement d'état, c'est-à-dire que l'eau se transforme en glace et elle le fait à température constante. On appelle ça un palier qui dure de 3,5 minutes grosso modo à 7,5 minutes, donc à peu près 4 minutes pendant lesquelles, tant qu'il y a dans le tube un mélange d'eau et de glace, eh bien la température ne varie pas. On a donc ce palier. Et puis, une fois que le changement s'est totalement opéré, que l'eau est entièrement devenue de la glace ici à l'intérieur du tube, eh bien cette glace va continuer à se refroidir, donc la température va devenir négative à mesure que le temps passe. Alors ça c'est important parce que ça permet de caractériser de l'eau pure. Si on fait la même expérience en mettant dans le tube non pas de l'eau pure mais de l'eau salée, comme c'est indiqué ici, on a le même genre de courbe, sauf qu'on a une différence importante pour ce qui concerne le palier, qui n'est plus véritablement un palier, puisque on voit il n'est pas horizontal, ça veut dire que la température n'est pas constante. On retiendra cette loi, la température de changement d'état d'un corps pur est constante. Ça permet de caractériser un corps pur. Si je le dis dans l'autre sens, si j'ai un tube dans lequel je ne sais pas si j'ai affaire à de l'eau pure ou à de l'eau
mélangé à autre chose, eh bien il me suffit de réaliser cette expérience et de regarder si la courbe que j'obtiens en mesurant le temps et la température, en mesurant le temps ici et la température ici, est une courbe qui présente un palier ou ne présente pas un palier. Si elle présente un palier et que ce palier est à 0 degrés Celsius, eh bien c'est de l'eau pure. Si elle ne présente pas de palier, c'est que c'est une eau constituante d'un mélange, de l'eau salée, de l'eau sucrée ou autre chose. Une deuxième grandeur qui permet de caractériser une espèce, c'est sa masse volumique. La masse volumique, qu'on désigne par la lettre qui est ici, qui est une lettre grecque, ρ, l'équivalent du R en grec, se calcule en exprimant le volume de l'espèce qui nous occupe, la masse volumique se calcule en divisant la masse de l'espèce qui nous occupe par le volume de cette espèce. Alors, la masse volumique, vous avez déjà vu ça, vous l'avez déjà vu au collège, elle s'exprime en grammes par millilitre, mais c'est pas obligatoire. Si vous l'exprimez en grammes par millilitre, évidemment, ça veut dire que la masse est en grammes et que le volume est en millilitres. Mais c'est pas obligatoire, ça dépend de ce qui est le plus confortable pour les calculs qu'on fait. Elle peut être, comme vous le voyez ici, en kilogrammes par litre, ou en grammes par centimètre cube, ou en grammes par millilitre, ou en kilogrammes par mètre cube. Ça dépend des quantités qu'on mesure et des instruments avec lesquels on les mesure. En tout état de cause, on a toujours en premier lieu une unité qui correspond à la mesure de la masse, ici, kilogramme, gramme, gramme et kilogramme, et puis une unité qui correspond à la mesure du volume. Vous avez ici, pour certains corps purs, l'eau, le cyclohexane, le mercure, qui est un métal, et l'air, la masse volumique à 20 degrés Celsius. On retiendra que la masse volumique varie avec la température, donc on précise la température à laquelle on la mesure, et qu'elle peut caractériser une espèce. Donc je fais la même chose que tout à l'heure, si je prends que dans la diapo précédente, si je prends le problème à l'envers, si j'ai une espèce par exemple liquide et que je veux vérifier que c'est de l'eau ou pas, eh bien je me place à 20 degrés Celsius, je prends une certaine quantité de cette eau-là, je vais mesurer la masse de cette quantité, le volume de cette quantité, en divisant l'un par l'autre. Si je trouve 1,0 kg par litre, eh bien c'est que j'ai affaire à de l'eau. Alors là aussi, on retiendra en particulier la masse volumique de l'eau, dont vous voyez ici qu'elle est de 1,0 kg par litre, ou si vous préférez le dire autrement, ça veut dire que 1 litre d'eau pèse 1 kg. Une autre grandeur qui permet de caractériser une espèce, c'est sa densité. La densité, c'est la masse volumique de l'espèce qui vous occupe sur la masse volumique de l'eau. On a vu à la diapo précédente que la masse volumique de l'eau, c'était 1 kg par mètre cube. 1 kg par litre, pardon. Ça veut donc dire que la densité de l'eau, ça serait la masse volumique de l'eau sur la masse volumique de l'eau, ce qui fait 1. Ça aussi, c'est une grandeur qu'on retiendra. La densité de l'eau vaut 1. La densité de toutes les autres espèces, ça sera la masse volumique, donc par exemple ici du cyclohexane, qui est un solvant organique, liquide, à température ambiante. Ça sera la masse volumique du cyclohexane divisée par la masse volumique de l'eau. C'est-à-dire si on est en kilogrammes par litre divisé par 1. Alors une dernière chose, lorsque vous ferez des calculs de densité dans les exercices, vous serez très vigilant à une chose, c'est que la masse volumique de l'espèce dont vous calculez la densité et la masse volumique de l'eau doivent toujours être prises toutes les deux dans la même unité. Alors ça c'est très très important parce que ça permet d'exprimer la densité, comme on le voit ici, sans unité. Alors la densité va nous apporter une autre information pour les liquides non miscibles, c'est-à-dire les liquides qui ne se mélangent pas. Elle va nous permettre de savoir qui est à quel endroit d'un mélange dans le tube à essai qui est ici. On voit ici, on a un mélange d'huile et d'eau, et si on regarde dans le tableau qui est ici, l'eau a une densité de 1 et l'huile a une densité de 0,9. On peut lier ceci, le fait que l'huile a une densité plus petite que celle de l'eau, aux positions qu'on voit ici. Le liquide le plus dense, donc ici c'est l'eau, a une densité de 1, et le liquide le moins dense, c'est celui qui est au-dessus, a une densité de 0,9. Si on regarde le tube suivant, le tube à côté, on a un mélange d'alcool et d'huile. À nouveau, on se reporte à ce tableau. Densité de l'huile 0,9, l'huile est en dessous.
Densité de l'alcool et l'éthanol c'est la même chose, densité de 0,8, c'est-à-dire densité plus petite. Et l'alcool, l'éthanol est au-dessus. Donc ça veut dire que lorsqu'on a des liquides non miscibles, l'espèce qui surnage l'autre, qui est au-dessus, c'est l'espèce qui a la plus petite densité. On dit qu'elle est la moins dense. La moins dense est toujours au-dessus, la plus dense est toujours au-dessous. Voilà pour cette deuxième capsule du cours qui permet d'identifier des espèces, corps purs, par des méthodes physiques.